En fait, à côté des résultats en fait, liés aux noms des utilisateurs, aux utilisateurs du tableau de bord que Audrey vous a présenté, en fait, nous voulons aussi vous présenter quelques résultats en fait, préliminaires liés aux noms des utilisateurs du tableau de bord. En fait, nous avons réalisé des entrevues avec des étudiants et des enseignants à l'Université de Montréal et à l'Université de Polytechnique. En fait, ces entrevues comportaient surtout des questions ouvertes en fait, sur le thème de l'utilité perçue du tableau de bord, les fonctionnalités et les préoccupations qui peuvent en fait, créer le tableau de bord chez les participants. En ce qui concerne l'échantillon enseignant, en fait, on a réalisé quatre entrevues de groupe dont le nombre total de participants est de 10 enseignants. En ce qui concerne l'utilité perçue du tableau de bord, je vais y aller vraiment rapidement pour être dans le temps de la présentation, le temps alloué. En fait, ici, les enseignants, en fait, les 10 enseignants perçoivent l'utilité du tableau de bord en termes d'activité d'étudiants. C'est les résultats les plus importants pour eux ici. L'activité étudiante, ce sont les traces et l'activité en ligne de l'étudiant. Puis le tableau de bord peut être utile pour eux en termes d'adaptation des pratiques enseignantes, en fait, en termes des résultats, en termes des données tirées du tableau de bord. Aussi, le tableau de bord permet d'identifier et de regrouper les étudiants en difficulté. Ça va, en fait, c'est un bon outil à l'appui aux décisions. La communication, le tableau de bord facilite la communication entre enseignants et étudiants. En fait, c'est un résultat un peu intéressant aussi, c'est que 40% des participants trouvent que le tableau de bord est inutile pour eux. Est-ce que ça... C'est bon comme ça? Ok. Donc c'est ça pour le reste, en fait, c'est le tableau de bord. Pour le résultat le moins important ici, c'est que le tableau de bord est moins, en fait, est utile pour soutenir les étudiants, où les étudiants peuvent demander rapidement l'aide, avoir rapidement de la rétroaction, et ainsi de suite. Pour ce qui est de fonctionnalités aux yeux des enseignants, en fait, c'est surtout avoir une idée sur le profil de l'étudiant, le profil en ligne de l'étudiant, en fait, son dossier académique, sa progression dans le programme, puis le profil en termes de métadonnées de l'étudiant, ce sont les traces laissées comme le temps passé par activité en ligne, ou par exemple le nombre d'ouvertures ou de téléchargements de fichiers. L'autre fonctionnalité, c'est que le tableau de bord doit être une interface visuellement en fait user-friendly et aussi convivial, avec un affichage en fait visuel prépondérant pour l'utilisateur. Aussi, les enseignants veulent aussi personnaliser quelques fonctionnalités du tableau de bord. Ils veulent aussi avoir en fait la moyenne, en fait, le profil de groupe en termes de moyenne, la moyenne de groupe et tout ça. Donc c'est ça, puis on retrouve la centralisation. Ils veulent avoir en fait toutes les sources, les plateformes en fait en un même endroit. Donc c'est ça, le reste c'est vraiment des choses liées à la réception des notifications générales. En fait, quand un étudiant en fait fait la remise de son travail. En ce qui concerne les préoccupations, en fait, ils sont surtout préoccupés par la taille de groupe. Ça rejoint un peu les résultats d'Audrey. Et en fait, ils sont un peu préoccupés s'ils peuvent vraiment faire un suivi personnalisé pour chaque étudiant si le groupe est nombreux. Ensuite, ça va créer un travail en charge de travail supplémentaire pour eux. Aussi, c'est l'adéquation entre les traces laissées et le travail réel de l'étudiant. Est-ce que en fait, si en fait l'étudiant n'ouvre pas un fichier, est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas en fait vraiment vu ou lu ce fichier-là? Donc c'est ça pour les résultats le plus intéressant ici. Pour le groupe en fait ou l'échantillon étudiant, on a interviewé 9 participants divisés en 4 groupes. Donc pour les étudiants, l'utilité perçue, c'est surtout en fait le tableau de bord va en fait faciliter la demande d'aide entre en fait si l'étudiant veut demander de l'aide, ça va être plus rapide, un processus plus rapide que par exemple utiliser le courriel ou autre chose. Pour la deuxième utilité pour les étudiants, c'est que
le tableau de bord va être un outil qui va les aider à bien gérer et bien planifier leurs tâches. Aussi, la collaboration étudiant-étudiant va être plus facile, plus rapide à travers le tableau de bord. Aussi, les étudiants vont se comparer entre eux en termes de moyenne de groupe ou en termes des résultats. Aussi, la communication, aussi, c'est la même chose que les enseignants, va être plus facile, enseignants-étudiants. Donc, c'est ça. Aussi, en fait, la barre en rouge, c'est une personne trouve que le tableau de bord n'est pas utile. En ce qui concerne les préoccupations, c'est surtout en fait le BI reproduction. En fait, c'est les étudiants ont peur que l'enseignant va créer une fausse opinion ou une fausse image d'eux en se basant sur des observations en ligne, sans pour autant en fait rencontrer l'étudiant dans la vie réelle. Aussi, c'est la préoccupation liée à la décontextualisation de la situation de l'étudiant. C'est en fait le tableau de bord, les données du tableau de bord en fait ne reflètent pas vraiment la vie ou plusieurs variables de la vie réelle de l'étudiant et par exemple un engagement familial, une maladie ou autre chose. Pardon. Aussi en fait c'est la comparaison avec les autres. Ok. En fait, c'est aussi l'adéquation trace étudiant, ça va créer du stress et de l'anxiété. Être suivi en fait tout le temps, ça va créer une sorte d'anxiété chez eux. Pour conclure, en fait, nous réalisons encore une collecte de données. En fait, nous souhaitons aussi recruter des groupes d'enseignants, en fait, utilisateurs et non utilisateurs du tableau de bord, pour bien avoir une bonne représentation de la population. Aussi, nous allons aussi en fait, des questionnaires en ligne sont prêts pour être en fait envoyés aux participants et la sollicitation est planifiée pour l'automne 2023. Et en parallèle avec la collecte de données, la conception d'un tableau de bord enseignant et un tableau de bord étudiant est en cours aussi. C'est le sujet de la 3e communication. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'en profite pour rajouter un petit détail. Écoutez, les étudiants, ils veulent vraiment quelque chose de différent des enseignants. Ce qu'ils nous ont dit quand on regarde, en fait, ils veulent retrouver, c'est sous un item qui s'appelle calendrier. En fait, ils ne veulent pas rentrer dans une perspective où ils voient leurs choses un cours à la fois. Ils veulent avoir une vue d'ensemble de leur session. Et c'est quand même intéressant parce que ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils veulent s'en servir pour pouvoir s'auto-réguler, voir dans quel cours ils vont investir plus d'énergie, voir comment ça va dans l'ensemble de leur cours en général, où est-ce qu'ils ont besoin de mettre davantage d'efforts. C'est très intéressant. Puis, ils veulent aussi retrouver dans un même endroit tout ce qui a trait à leur cours, leur environnement numérique d'apprentissage. Ils ne veulent pas sortir de Moodle pour aller dans Synchro pour voir où est mon cours aujourd'hui. Ils voudraient voir tout dans un même endroit, ce qui pose quand même, ce qui est intéressant, mais qui pose un défi. Alors, la prochaine présentation est faite par Asti Gader-Azad, qui est étudiante à la maîtrise sous la direction de Thomas Urtut. Et on aura une drôle de présentation. Je vais faire la première partie de sa présentation en français. Elle va continuer avec un petit bout en anglais que je pourrais vous traduire simultanément. Et mon téléphone, qui est mon contrôle de temps, il est ici. D'accord. D'accord. Alors, voilà. Donc, on a déployé une approche centrée utilisateur. Alors, écoutez, vous avez un peu compris qu'est-ce qu'était le projet TIRIA. On va parler des travaux connexes. Donc, je vais faire le début. Asti vous parlera de conception, des fonctionnalités, des idées. Donc, comme vous l'avez vu, un tableau de bord permet un affichage de données pour monitorer les conditions, faciliter la compréhension, comporte plusieurs éléments visuels. Il est fonctionnel et dynamique normalement. Pardon, donc autrement dit, il se met en jour en direct avec les données. Alors, Asti va s'appuyer sur les théories de l'apprentissage, les théories de l'interaction homme-machine, puis la visualisation de l'information. Thomas Urtut est un expert en visualisation de l'information, puis
faire un tableau de bord, c'est bien, mais il faut faire un tableau de bord qui est facilement compréhensible par les étudiants, par ceux à qui ça s'adresse. Catégorie de parties prenantes, on peut en prévoir plusieurs, mais nous, une première conclusion de notre démarche d'investigation qualitative, c'est que le tableau de bord des étudiants doit être radicalement différent du tableau de bord des enseignants. Ils cherchent des choses que ne cherchent pas les enseignants. Il peut y avoir une certaine intersection. Donc, on est parti sur l'idée de confier à ASTI la conception d'un tableau de bord étudiant parce qu'on n'en a pas vraiment trouvé sur le marché des tableaux de bord étudiants conçus en fonction de ce que les étudiants nous disent qu'ils veulent avoir comme besoin. Bon, l'analytique de l'apprentissage, je vous passe la définition parce qu'elle est quand même assez évidente. Alors, comment on fait dans une approche centrée utilisateur? Bien, la première chose, c'est de partir des utilisateurs eux-mêmes. Je dirais la plupart des approches qui ont été déployées à l'Université Laval, à Purdue, ailleurs, ça a été des démarches de bonne volonté où des gens se sont mis ensemble pour concevoir un tableau de bord, mais ce n'était pas nécessairement dans une démarche centrée utilisateur. Une démarche centrée utilisateur implique qu'on interroge les utilisateurs, on essaie d'identifier leurs besoins et on part de ça pour développer. Alors nous, c'est sûr qu'on pensait partir du modèle prédictif et joindre la conception. Notre modèle prédictif, il n'est pas si bon que ça, il n'est pas pire, mais en même temps, donc on a séparé les deux travaux. On s'est dit, bon, on n'attendra pas d'avoir un modèle prédictif performant pour amorcer une démarche de conception centrée utilisateur. Donc, les systèmes de gestion de l'apprentissage, en fait, les LMS ou les environnements numériques d'apprentissage, ça permet d'offrir, si on regarde Moodle, ça permet d'offrir des ressources, ça permet d'offrir des activités, ça permet de faire, donc on a beaucoup de types de ressources, on a beaucoup de cours basés sur des ressources, mais les activités, c'est déjà beaucoup plus intéressant. On a des activités d'apprentissage, mais on a aussi des activités d'évaluation qui peuvent être formatives, qui peuvent être sommatives, puis on a aussi des activités de suivi des apprenants qui peuvent être réalisées dans l'environnement. Alors, le projet Tyria, écoutez, vous l'aurez pas mal compris, on vise à développer des tableaux de bord pour réduire les taux d'abandon, soutenir l'engagement et la persévérance. On se fonde à la fois sur l'apprentissage machine d'un côté, mais aussi sur des enquêtes, des entretiens. On veut mettre l'accent sur la visualisation des informations. On veut prendre en compte la confidentialité, la sécurité des renseignements personnels. Et tout ça dans le but d'essayer d'améliorer l'expérience d'apprentissage, d'améliorer l'engagement et éventuellement la réussite, la rétention. Aster a fait une révision pas mal systématique de tout ce qui se faisait comme initiative de tableau de bord dans la littérature scientifique, mais dans la littérature grise aussi, c'est-à-dire plus la pratique. Donc, c'est quand même très intéressant. On n'a pas le temps de le passer en revue ici, mais elle a fait un travail très complet d'identifier plusieurs initiatives. Comme je dis, oui, on peut regarder la littérature scientifique, mais il y a toutes sortes d'autres littératures. Donc, elle a cherché des tableaux de bord qui étaient vraiment implantés. Donc, ça pourra inspirer parce qu'on voit un petit peu les plus, les moins. Donc, on a des tableaux de bord pour les enseignants. On a des tableaux de bord pour les enseignants et les élèves. On a des tableaux de bord qui ont des fonctions plus spécifiques pour les étudiants, mais encore là, comme dans le cours, ils ne sont pas si différents que ce qu'on offre aux enseignants. Donc, qu'est-ce qu'on couvre principalement différents types d'informations. En fait, l'utilisation des contenus, les activités des étudiants selon les différents types de modules ou différents types d'activités qui peuvent être faites. C'est ça qui est à la base du tableau de bord. Et on utilise différentes techniques de visualisation. Donc, dans la conception, pour prendre en compte une approche centrée utilisateur, il faut qu'on parte des besoins des utilisateurs, leurs besoins des objectifs. Il faut mettre en place une infrastructure d'extraction et d'exploitation des données que je vous ai présenté un peu. Il faut qu'on mette l'accent sur la visualisation, puis il faut qu'on évalue le tout. Alors, donc, la méthodologie, on a déjà réalisé les étapes 1, 2, 3. On est rendu à l'étape 4 de commencer à adopter un processus de conception itératif. À partir du cadre 5, qui est fondé sur la littérature, donc où on va bientôt développer un premier prototype, où on va faire des tests avec des utilisateurs limités. C'est-à-dire qu'on planifie avoir un petit groupe d'étudiants qui va pouvoir servir de sounding board, si je peux dire, avec éventuellement une mise en œuvre limitée où on va faire une étude par questionnaire et entrevue sur l'utilisation. Alors, here you are. We have 4 minutes left. Okay, sure.
Hello, everyone. I'm Hasti, and I'm going to talk about the design of the dashboard that we are going to have. So, the dashboard should be applicable to all courses, not just specific ones. And it's one of the most important things is the customization. So, the personalized learning objectives are really important in our dashboard. It should have forward-directed visualizations, although the courses are not complete. And also, we need to, the students should be able to see their current progress overview. We should have different kind of visualizations for that. And we need to have efficient way to extract data from different resources to have visualizations for our dashboard. So the tools and technologies we're going to use basically for the front end and UI and back end are going to be the HTML, CSS, Ajax, PHP, and JavaScript. And also for the back end, mostly people use other related worked with PHP, Python, Flask, and Moodle tables and data logs. So the most important thing that we are going to use in our dashboard is the data we extract from Moodle, the log data that students records students activities. So then we're going to see some of the features that we're going to have in the dashboard and how we collect data. So it's really important that we be comprehensive and be aware of different aspects of a student's data in the dashboard. So, and also, we shouldn't always, more information is not better. What I mean is that if you show them a lot of different visualizations, maybe it's too much to process and it's not going to make the dashboard a very good one. So we need to efficiently identify which kind of visualizations we need are prioritized and use them in the dashboard. So some of the features that we are going to use, and we understood them based on related work and also interviews that we had, are something like calendars. It should have a friendly interface. They need to have some kind of a task list so that they can understand what they need to do next. And also some kind of progress overview with filtering option based on what they want to filter. And sometimes some of the features might be tricky and we need to test them. Maybe some students say that they want some features, but actually when they have it in the dashboard, they're not going to use it. So we need to maybe somehow A/B test it or test it in different kind of ways. So we have different features. I'm going to just mention some of them, like monitoring the time spent online. Some of them are going to be used for teachers to understand how the students are going to perform, but this is not for the student dashboard, for other dashboards. And comparison with fellow students might be a good feature and also might be tricky. It needs to be analyzed really with detail and carefully. And then we had some suggestions to improve the dashboard because maybe some other dashboards already exist. We need to be different. Gamification, it won't makes students use the dashboard more. Social learning analytic dashboard integrates data from different resources. We need personalized learning insights and collaborative analytics to enable students to share insights. And also we need multidimensional analytics that combine data from multiple resources. Then we need to evaluate our data, evaluate this dashboard. So we need some kind of evaluation framework, which has different kind of aspects that we are going to take into consideration, like the reaction, learning, behavior. And yeah, thank you very much for your attention. Alors, je voudrais quand même souligner que Essie est une étudiante de maîtrise, Amel est une étudiante au doctorat, qui c'est pas mal parmi leurs premières présentations publiques, alors je pense qu'on peut les... Good work. On a un beau 5 minutes. Oui, vous avez beaucoup parlé des tableaux de bord qui doivent être différents pour les
Ben, je vous dirais que c'est intéressant. Probablement que oui. Ce n'est pas notre focus premier dans le projet de Syria. Il y a certainement un sens à y avoir. Je vais vous dire que le véritable obstacle, c'est un peu la culture qu'ont les enseignants universitaires. Et ce que vous avez vu à l'Université Laval, on l'a à l'Université de Montréal, on l'a à la Polytechnique. Je pense qu'on l'a dans toutes les universités. On n'est ni meilleur ni pire. Alors, l'idée que l'encadrement et le soutien à la réussite fait partie du travail des enseignants, ce n'est pas dans la conception d'un grand nombre d'enseignants. Alors, pour changer ça, je pense que le personnel d'accompagnement, c'est beaucoup plus sur cette dimension-là que je vois qu'il pourrait avoir un rôle utile que d'une dimension d'utiliser un tableau de bord. Certainement que ça pourrait se faire, mais pour moi, c'est l'obstacle principal. Donc, on ne parle même pas de design de tableau de bord, puis il n'est pas question du tableau de bord de l'Université Laval où on pourrait en faire un qu'on pourrait penser qui est meilleur, mais si on ne joue pas là-dessus, on ne bougera pas dans l'adoption. Donc, d'arriver à faire en sorte que la conception change un peu, puis qu'on ne se décharge pas de la responsabilité de la réussite étudiante, parce que c'est un peu ça qui arrive dans certains cas. Alors, Didier veut renchérir ou dire autre chose. Parce que par rapport à tout ça, je suis à l'Université Laval pour que ce soit clair pour tout le monde. Voilà. Donc, ce qui me semblerait, ce n'était pas le projet de carrière, mais je faire le coup sur la remarque, c'est aussi de voir qui est responsable de quoi. C'est la direction de programme qui est responsable de la qualité de la formation. Et il me semble difficile, je veux dire, dans toutes ces approches-là, c'est normal qu'ailleurs je peux bien communiquer sur quelque chose, mais à terme, de la même manière que les préventions, l'appui, etc., mais également que les directions de programme soient mobilisées sur ces problématiques-là. Parce que, en tout cas, dans le règlement, ça se dit à chaque université, il y a des bémols établissement par établissement, mais il revient à la direction de programme d'assurer la qualité de la formation. Et je dirais dans les produits commerciaux qui se développent actuellement, on retrouve un peu des deux, dans une partie de tableau de bord qui s'adresse plus aux enseignants, aux étudiants, partie tableau de bord plus administratif pour les directions de programme, pour les cadres. Donc, on peut avoir les deux niveaux, un tableau de bord interactif qui sert durant une prestation de cours avec d'autres extraits qui servent plutôt entre les cours pour ceux qui vont prendre des décisions sur les cheminements scolaires. Donc, on voit ça émerger actuellement dans les produits commerciaux en développement. Sur le tableau de bord de l'Université Laval, et j'arrêterai, je veux dire, les profs ont accès, les étudiants ont accès, les personnels chez et la direction de programme a la vision globale. Ce qui permet, par exemple, avec Nadia, il me dit, tiens, il y a une difficulté peut-être avec un étudiant, tout de suite la remarque que je fais à Nadia, attends, je vais regarder ce qu'il en est dans les autres cours pour voir quelles sont les stratégies d'ajustement de l'étudiant par rapport à. Donc, il peut y avoir l'intelligence artificielle, mais avant tout, il faut qu'elle soit humaine et humaniste. Mais Adeline, on est d'accord pour une dernière étape. Alors, j'ai trouvé très intéressant d'avoir cette approche aussi centrée utilisateur pour conception du tableau de bord. Je me demandais juste, peut-être que je l'ai raté, mais la façon dont vous avez posé les questions pour l'analyse des besoins. Alors, on a décrit. En fait, on n'a pas décrit ce qu'était un tableau de bord. On a décrit les différentes sources de données qu'on pouvait utiliser puis retourner analyser. Donc, on a, dans ces entrevues-là, on n'a montré aucune visualisation. On dit, bon, ben, on a des ensembles de données sur les étudiants qui peuvent comprendre les données. Donc, on a pris du temps pour expliquer ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça qui pourrait vous être utile? Donc, c'est un cadre semi-dirigé, je dirais très peu dirigé. Autant les entrevues d'Audrey étaient hyper dirigées, on était très peu dirigés dans cette approche-là. Donc, en quoi ça pourrait... Puis on leur demandait éventuellement s'il y avait des préoccupations. Donc, on essayait de partir de là, d'écrire c'était quoi. En fait, on commençait aussi par une partie des entrevues où on les questionnait sur leur type d'approche pédagogique, le type d'approche en termes de soutien, d'encadrement des étudiants. Donc, il y avait une première partie d'entrevue de mise en bouche ou de réchauffement, mais qui était quand même pertinent et utile. Alors, voilà comment on les a menés. Comment vous évitiez le risque, justement, que les gens disent « Ah ouais, ce serait chouette d'avoir des visualisations interactives en 3D. » Je vais un peu plus loin, mais tu vois l'idée que, en fait, quand on demande en quoi ça pourrait vous être utile, parfois les gens partent dans des trucs alors qu'après, ils disent « Ah ben non, mais j'ai pas le temps, de toute façon. » Donc, pour éviter ça, vous avez eu des stratégies ou...
Pas spécialement. Là, écoute, on a fonctionné comme je te le dis, et ils n'ont pas rivalisé d'audace dans ce qu'ils ont imaginé comme possible.